Israël, histoire, géopolitique, mémoire juive, lecture chrétienne catholique. Série en 4 épisodes et un postlude. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série consacrée à Israël. C'est un sujet redoutable parce qu'il est chargé d'histoire, de souffrance, de mémoire, de religion, de guerre, de droit international, de passion politique et aussi de récits concurrents qui s'affrontent souvent sans même prendre le temps de se comprendre. Dès qu'on prononce le mot Israël, beaucoup de choses se lèvent d'un coup. Pour certains, c'est la terre de la Bible, la terre promise, le peuple élu, Jérusalem, les prophètes, le Christ lui-même enraciné dans l'histoire d'Israël. Pour d'autres, c'est d'abord un État né au XXe siècle, un conflit interminable, des guerres, des attentats, des occupations, des déplacements de population, des impasses diplomatiques, et aujourd'hui encore un foyer d'incendie pour toute la région. Or, c'est précisément parce que ce sujet est brûlant qu'il faut essayer d'y entrer avec méthode. Le but de cette série n'est pas de flatter un camp, ni d'entretenir un réflexe partisan, ni de réduire une réalité immense à quelques slogans. Le but, ce sera de comprendre. Comprendre historiquement, comprendre politiquement, comprendre bibliquement et enfin comprendre chrétiennement, depuis une perspective catholique assumée. C'est pourquoi cette série sera organisée en 4 épisodes suivis d'un postlude. Dans ce premier épisode, nous allons parler des faits historiques. Comment l'État d'Israël est-il né au XXe siècle ? Qu'est-ce que le sionisme ? Quel rôle joue l'antisémitisme européen, la Shoah, le mandat britannique, la décolonisation, le plan de partage de l'ONU et la guerre de 1948 ? Comment cette naissance est-elle devenue à la fois pour les uns une renaissance nationale et pour les autres une catastrophe fondatrice ? Dans le deuxième épisode, nous entrerons dans la situation contemporaine. Nous parlerons de 1967, de la Cisjordanie, de Gaza, de l'OLP, du Hamas, du Liban, de l'Iran, des accords de paix manqués, des dynamiques internes israéliennes et de cette réalité tragique, un conflit qui n'est plus seulement local mais régional, idéologique, militaire, juridique et religieux. Dans le troisième épisode, nous remonterons beaucoup plus loin. Nous parlerons d'Israël dans la Bible et dans la mémoire juive, l'élection, l'alliance, la terre, l'exil, Jérusalem, la promesse, la fidélité à travers les siècles. Nous entrerons dans cette mémoire avec respect, en sachant que ces textes sont aussi, pour nous chrétiens, notre source et qu'ils nous parlent d'une manière qui n'est pas celle du peuple juif, sans pour autant leur être étrangère. Dans le quatrième épisode, nous aborderons la question du point de vue catholique. Comment penser Israël après le Christ ? Comment lire Saint Paul, surtout les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains ? Comment confesser le Christ comme accomplissement des promesses avec charité et précision ? Quelle place pour la terre promise, pour l'Église, pour le mystère d'Israël, pour les chrétiens de Terre Sainte ? Enfin, un postlude clôturera la série. Il n'appartient plus au registre pédagogique des 4 premiers épisodes. Il propose une lecture ancrée dans la tradition catholique sur les fins dernières. L'Antéchrist, le Temple, la séduction messianique, la conversion finale d'Israël et la victoire du Christ. Il s'adresse à ceux qui veulent entendre ce que la tradition dit jusqu'au bout sur la place d'Israël dans l'économie du salut. Le sujet est immense et c'est précisément pourquoi il faut commencer simplement. Il faut commencer par ce qui s'est passé. Parce qu'au fond, beaucoup de malentendus viennent de là. Certains parlent d'Israël comme si tout commençait en 1948. D'autres parlent comme si l'existence moderne d'Israël se déduisait immédiatement de la Bible, sans passer par l'histoire, la politique, les drames européens, la colonisation, la décolonisation, les guerres et les mémoires blessées. Les 2 erreurs sont graves. Il faut donc tenir ensemble les différents plans sans les confondre. Épisode numéro 1. Israël au XXe siècle. Comment un État est né et pourquoi sa naissance demeure une blessure. Pour entrer dans cette histoire,
Il faut d'abord se rappeler une chose essentielle. L'État d'Israël ne tombe pas du ciel en 1948. Il naît d'une longue gestation, au croisement de plusieurs drames et de plusieurs aspirations historiques. Avant d'être un État, Israël est d'abord pour le peuple juif une mémoire, un nom, une terre, une promesse, une nostalgie, une prière. Pendant des siècles, bien avant le sionisme moderne, la terre d'Israël, Jérusalem, Sion, ont habité la conscience juive. Cela ne signifie pas encore un projet politique moderne au sens contemporain, mais cela signifie que l'attachement à cette terre n'est pas une invention récente. Cependant, le projet d'un État moderne, lui, est bien un produit de l'époque moderne. Il apparaît dans l'Europe du XIXe siècle, dans le contexte des nationalismes, des persécutions antisémites et des transformations profondes des sociétés européennes. Pendant longtemps, dans une partie de l'Europe, les Juifs ont vécu dans un statut de minorité souvent précaire. Selon les lieux et les périodes, il y eut des coexistences plus ou moins paisibles, mais aussi des discriminations, des exclusions, des humiliations, des violences et parfois des massacres. Au XIXe siècle, alors même que l'Europe moderne se présente volontiers comme plus rationnelle et plus progressiste, l'antisémitisme ne disparaît pas. Il prend même parfois des formes nouvelles, politiques, raciales, idéologiques. C'est dans ce contexte que naît le sionisme moderne. Le sionisme n'est pas simplement le désir spirituel de retourner à Sion, c'est un mouvement politique qui affirme que les Juifs, dispersés dans les nations et persécutés, ont besoin d'un foyer national, d'un cadre politique propre, d'un lieu où ils puissent vivre comme peuple et non seulement comme minorité tolérée ou rejetée. Il faut déjà noter ici un premier point de complexité. Pour les Juifs sionistes, cette terre n'est pas un territoire arbitraire choisi sur une carte. Elle est liée à l'histoire d'Israël, à Jérusalem, à la Bible, à la mémoire nationale et religieuse. Mais pour les populations arabes qui vivent là, cette terre n'est évidemment pas vide, ni disponible comme un simple support d'installation. Elle est leur pays, leur espace de vie, leur terre habitée. Dès l'origine, la tragédie future est contenue là. Une aspiration nationale juive se tourne vers une terre déjà peuplée, dans un contexte impérial finissant avec des populations locales qui ne vont pas accueillir ce projet comme une simple réparation de l'histoire. Au début du XXe siècle, les immigrations juives s'intensifient. Des terres sont achetées, des implantations se développent, une société juive nouvelle se forme progressivement. En parallèle, les Arabes palestiniens prennent de plus en plus conscience qu'ils ne sont pas face à quelques arrivées dispersées, mais face à une transformation profonde de l'équilibre du pays. Puis arrive la Première Guerre mondiale et avec elle l'effondrement de l'Empire ottoman. La Palestine passe alors sous mandat britannique. Les Britanniques héritent de promesses contradictoires et de calculs divergents. Ils se retrouvent très vite dans une situation intenable, essayant de tenir ensemble des demandes qui se heurtent de plus en plus frontalement. C'est ici qu'il faut s'arrêter sur un moment trop souvent oublié, la grande révolte arabe de 1936 à 1939. Elle est capitale parce qu'elle montre que le conflit n'attend pas 1948 pour devenir violent et structurant. Cette révolte éclate contre l'autorité britannique, contre l'immigration juive et contre ce qui est perçu comme une dépossession en cours. Les Britanniques la répriment durement, mais ce moment révèle quelque chose de fondamental. La Palestine mandataire est déjà le lieu d'un affrontement historique entre deux nationalismes, et les Britanniques ne parviennent plus à arbitrer réellement la situation. Puis survient l'événement qui bouleverse tout l'horizon moral et politique du XXe siècle, la Shoah. Il faut parler ici avec gravité. La Shoah ne crée pas le sionisme. Le mouvement sioniste existe bien avant Hitler. Mais la Shoah donne à la question juive une intensité tragique radicalement nouvelle. Après l'extermination systématique des Juifs d'Europe,
Après cette entreprise industrielle de destruction, une grande partie de la communauté internationale considère plus fortement qu'un foyer national juif doit exister et être garanti. Cette conviction n'était pas irrationnelle, elle était la réponse à un crime sans précédent. En 1947, l'ONU propose un plan de partage de la Palestine. 2 États, l'un juif et l'autre arabe, avec un statut particulier pour Jérusalem. Le mouvement sioniste l'accepte. Les dirigeants arabes le rejettent, estimant qu'il est injuste et entérine un processus qu'ils refusent depuis des années. En 1948, David Ben Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Pour les Juifs qui soutiennent ce projet, c'est un moment immense. Renaissance nationale, sortie de la vulnérabilité diasporique, réponse vitale à la condition juive après la Shoah. Mais cette proclamation ouvre immédiatement sur la guerre. Pour les Israéliens, cette guerre est la guerre d'indépendance. Pour les Palestiniens, le même moment porte un autre nom, la Nakba, la catastrophe. La naissance d'Israël s'accompagne du déplacement de centaines de milliers d'Arabes palestiniens et de l'effondrement de leur société sur cette terre. Il faut tenir ces deux réalités ensemble, non par souci de symétrie formelle, mais parce qu'elles sont toutes deux vraies. La naissance d'un État et le déplacement d'un peuple sont deux faits, pas deux opinions. Ce qui les rend tragiques, c'est précisément qu'ils sont inséparables dans le même événement. Après la guerre de 1948-49, Israël existe. Mais l'État arabe palestinien envisagé par le plan de partage n'est pas né. Une grande partie de la population palestinienne est réfugiée. Gaza passe sous l'administration égyptienne. La Cisjordanie est contrôlée par la Jordanie. Jérusalem est divisée. Il faut faire un peu de ménage dans les mots. Judéité, citoyenneté israélienne, arabité israélienne, identité palestinienne et appartenance religieuse ne se confondent pas. Il existe des Arabes israéliens, citoyens de l'État d'Israël. Il existe des chrétiens palestiniens. Ces distinctions comptent pour comprendre la suite. Israël se définit dès l'origine comme un État juif, le foyer national du peuple juif, tout en affirmant dans sa déclaration d'indépendance des principes d'égalité civile pour tous ses habitants. Cette tension est fondatrice et n'a jamais vraiment disparu. Si l'on voulait résumer l'essentiel en une phrase, l'État d'Israël est né au croisement d'une aspiration nationale juive réelle, d'un drame historique sans équivalent qu'est la Shoah, de la fin des empires et d'un affrontement avec un peuple palestinien qui a vécu cette naissance comme une catastrophe. Et si l'on oublie l'un de ces éléments, on commence déjà à mal voir. Dans le prochain épisode, nous verrons comment cette naissance, loin de régler la question, a ouvert sur une longue histoire de guerre, d'occupation, de radicalisation, de diplomatie inaboutie et d'affrontements régionaux.